Ma sœur et son mari ont vendu leur maison pour financer des vacances de rêve avec leur enfant et se sont retrouvés à court d'argent en 2 mois. Ensuite, ils ont demandé à emménager chez moi, et à vivre sans loyer jusqu'à quand Dieu sait. J'y vis depuis 10 ans, je la rembourse petit à petit, et finalement je peux dire qu'elle est à moi. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste un modeste 3 pièces, mais bon sang, c'est à moi. Vous savez ce sentiment quand vous avez travaillé d'arrache-pied pour quelque chose et que vous pouvez enfin vous asseoir et penser, oui, j'ai fait ça. C'est là que j'en suis. Je n'ai pas de décoration sophistiquée ni de grand jardin, mais c'est un bon endroit. Confortable, calme, et surtout, c'est mon espace. C'est là que je peux me détendre sans stress. Et puis il y a ma sœur, Charlotte. Elle a 29 ans, mariée à ce type, Paul, qui a 31 ans. Ce sont ce qu'on appelle des esprits libres. Vous savez, le genre de personnes qui parlent toujours de la façon dont tout le monde gâche sa vie dans la routine, travaillant des 9 à 5 ennuyeux pendant que vivent leur meilleure vie ou je ne sais quoi. Ils ont toujours été comme ça depuis qu'ils sont ensemble. Ils planifient toujours une grande évasion dramatique de la course effrénée. Honnêtement, je ne pensais pas qu'ils le feraient un jour. Je veux dire, tout le monde a ses rêves de quitter son travail et de voyager à travers le monde, n'est-ce pas? C'est comme une phase dont on se lasse quand on réalise que les factures existent. Mais pas Charlotte et Paul. Oh non. Ce sont le genre de personnes qui sont allées jusqu'au bout. Ils ont vendu leur maison, leur vraie maison, où leurs 2 enfants, Léa et Louis, ont vécu toute leur vie et ont décidé qu'ils allaient voyager à travers le monde pendant 1 an. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont tout vendu pour des vacances de rêve, pensant que le marché était en plein essor et qu'ils avaient fait fortune avec la vente. Ils pensaient utiliser l'argent pour vivre de petits boulots ici et là et le faire durer toute une année en allant d'un endroit à l'autre. Alors, je regarde tout ça se dérouler depuis ma petite maison et je me dis, ok, tant mieux pour eux. Mais aussi, c'est une mauvaise idée. Ils ont 2 enfants à charge. Léa a 7 ans et Louis en a 5. Et voyager avec des enfants, ce n'est pas comme faire du sac à dos en Europe sur un coup de tête. Il y a de la planification, mais ils ont tout balayé d'un revers de main, disant qu'ils se débrouilleraient en chemin. Et je me dis, très bien, peu importe. C'est votre vie. Quelques mois plus tard, je me détends chez moi, probablement en regardant la télévision ou quelque chose du genre quand je reçois un appel de Charlotte. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles d'elle depuis leur départ, juste le post Instagram occasionnel sur à quel point la vie est incroyable et quelques photos de mangeant de la nourriture bizarre dans des endroits aléatoires. Alors, je me dis que cet appel va être l'un de ceux où elle va se vanter de l'incroyable de tout. Mais dès que je décroche, je sens que quelque chose ne va pas. Charlotte a l'air stressée, vraiment stressée, et elle commence à parler du fait que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Apparemment, ils ont dépensé leur argent beaucoup plus vite que prévu. Genre, en 2 mois, ils étaient pratiquement fauchés. Il s'avère que voyager à travers le monde coûte cher. Qui l'eût cru, n'est-ce pas? Ils sont restés dans des endroits agréables, ont mangé au restaurant et ont juste profité de la vie comme s'ils avaient une fortune illimitée. Mais quand vous ne travaillez pas et que vous dépensez toujours, cet argent ne dure pas longtemps, surtout avec 2 enfants. Les auberges et les Airbnb bon marché, c'est amusant jusqu'à ce que vous ayez 2 enfants fatigués et affamés qui ont besoin d'un endroit stable pour dormir chaque nuit. Maintenant, ils sont coincés. Ils ne peuvent plus voyager parce qu'ils n'ont plus d'argent. Mais ils ne veulent pas non plus s'installer et acheter une autre maison pour l'instant. Alors devinez quoi? Ils demandent s'ils peuvent emménager chez moi. Oui. Charlotte, Paul et leurs 2 enfants, tous dans ma maison de 3 chambres pour 10 mois. Et voici le clou. Ils veulent rester sans loyer. Ils n'ont même pas proposé de contribuer. Juste directement, et, pouvons-nous vivre avec toi pendant presque 1 an pendant que nous réglons les choses? Je dois avouer que je ne savais pas comment réagir au début. Je veux dire, c'est ma sœur, et oui, je tiens à elle, mais c'est ma maison, mon espace. Je n'ai pas travaillé d'arrache-pied pendant 10 ans juste pour laisser 4 personnes supplémentaires entrer et prendre le contrôle de l'endroit. De plus, j'ai ma routine. Vous savez, j'aime ma paix et mon calme. Je n'ose même pas imaginer ce que ma maison serait avec 2 petits-enfants qui courent partout, sans parler du désordre. Alors, je lui dis, écoute, Charlotte, je vous aime, mais ça ne va pas marcher. La maison est trop petite, et je ne veux pas ce genre de perturbation.
J'ai même proposé de les aider à trouver une location abordable à proximité ou de leur donner de l'argent pendant quelques mois pour les aider à se remettre sur pied. Mais non, ce n'était pas suffisant. Charlotte s'énerve, immédiatement. Elle commence à me traiter d'égoïste, disant que je ne me soucie pas de la famille et que je suis jaloux de leur mode de vie aventureux. Jaloux, vraiment. Maintenant, je commence à m'énerver aussi. Il ne s'agit pas de jalousie ou de ne pas se soucier de la famille. Il s'agit de limites. Je ne leur dois pas un endroit où vivre juste parce qu'ils ont pris de stupides décisions et n'ont pas réfléchi. Je comprends que la vie ne se passe pas toujours comme prévu, mais ils ont vendu leur maison sans avoir de plan de secours, et maintenant ils veulent me refiler les conséquences. Et voici où ça devient encore mieux. Après que Charlotte m'ait engueulé, elle implique nos parents. Maintenant, mes parents vivent dans un petit appartement, donc ils ne peuvent pas accueillir la famille de Charlotte. Mais au lieu de comprendre mon point de vue, ils commencent à me pousser à les laisser emménager. Ma mère commence à dire que la famille est de la famille et que je devrais être plus compréhensif envers la situation de Charlotte et Paul. Elle me dit que je ne comprends pas la valeur des expériences et que je devrais être solidaire. Solidaire. Je leur ai offert mon soutien. J'ai proposé de les aider à trouver une location ou de couvrir une partie de leurs dépenses pendant quelques mois, mais ce n'est pas suffisant. Ils veulent le package complet. Un loyer gratuit, ma maison et mon espace pendant presque 1 an. Et le pire, c'est qu'ils ne prévoient même pas de s'installer. Ils parlent toujours de faire des voyages occasionnels s'ils trouvent des offres bon marché. Donc, en gros, ils veulent vivre dans ma maison sans loyer tout en étant des voyageurs à l'esprit libre quand ils en ont envie. Comment cela peut-il avoir un sens? Alors maintenant, je suis assis là, essayant de comprendre comment gérer les retombées. Charlotte ne me parle plus. Mes parents sont fâchés contre moi et même certains de nos amis communs disent que je suis trop dur. Mais je ne pense pas avoir tort ici. Ce n'est pas comme si je les achevais quand ils sont à terre. J'ai proposé d'aider d'autres manières. Je ne veux juste pas qu'ils vivent dans ma maison sans loyer pendant 10 mois. Bon. Donc, après ce premier appel téléphonique gênant avec ma sœur Charlotte, je me suis dit que les choses allaient devenir étranges, mais je n'étais pas préparé à quel point ça allait devenir compliqué. Je pensais que je pourrais simplement tenir bon, lui dire non, et ce serait la fin de l'histoire. Vous savez, juste tracer la ligne et passer à autre chose. Mais non. Charlotte et Paul ont décidé de se présenter chez moi en personne environ 1 semaine plus tard. Ils ne m'ont même pas prévenu, ce qui m'a déjà mis mal à l'aise. Donc, je fais juste ma routine habituelle un samedi matin, profitant du calme quand la sonnette retentit. J'ouvre et là se trouve Charlotte avec Paul et les enfants. Ils ont ce grand air plein d'espoir sur leur visage comme si j'étais sur le point de sauver la situation ou quelque chose du genre. Pendant ce temps, je pense juste, oh mon Dieu, on y va. Je savais ce qu'ils allaient demander, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Qu'ils débarquent comme si c'était une affaire conclue. Charlotte commence par les banalités, me demandant comment je vais, comment va le travail, tout ça. Mais je sens la tension dans l'air. Je sais qu'ils ne sont pas là juste pour discuter. C'est comme ce moment où quelqu'un vous amadoue clairement pour quelque chose de grand et je suis juste là, essayant de rester poli, mais aussi me préparant à ce qui va arriver. Finalement, après ce qui semble une éternité, Paul se racle la gorge et intervient. Il dit, « Alors, Antoine, nous avons réfléchi à ce que tu as dit au téléphone. » Et puis Charlotte prend le relais parce que, bien sûr, c'est elle qui mène la danse dans leur relation. Elle dit, « Nous savons que tu as dit que tu ne pensais pas que nous vivions ici fonctionnerait, mais nous croyons vraiment que nous pouvons y arriver. Ce n'est que 10 mois. Nous ne serons pas un problème. Les enfants sont sages. Ils ne te dérangeront pas et nous garderons tout propre. » Je reste là un instant, ne sachant pas quoi répondre, parce que soyons réalistes, il n'y a aucune chance que 2 petits-enfants ne me dérangent pas dans une maison de cette taille. Et l'idée qu'ils ne vont pas magiquement perturber ma vie. Oui, ça n'arrivera pas. J'essaie de rester calme, cependant. Je ne veux pas exploser tout de suite. Alors, je demande, mais quel est le plan? Je veux dire, que se passe-t-il après les 10 mois? Allez-vous acheter une autre maison? Qu'en est-il du travail? Charlotte et Paul se regardent comme s'ils n'avaient pas vraiment réfléchi à ça. Puis Charlotte dit, « Nous sommes encore en train de régler cette partie. Nous pourrions retourner voyager si les choses s'arrangent. Nous avons cherché des offres de vol bon marché et il y a une chance que nous puissions reprendre la route d'ici la fin de l'année. »
Nous avons juste besoin d'un endroit pour nous regrouper, vous savez, un endroit où rester pendant que nous décidons de notre prochaine étape. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Non seulement ils veulent s'installer chez moi pendant 10 mois, mais ils parlent toujours de faire d'autres voyages. Jean, vraiment? Vous êtes fauché. Vous avez 2 enfants, et votre grand plan est de continuer à vivre cette vie fantaisiste où vous flottez d'un endroit à l'autre. Je ne savais même pas quoi dire. Je veux dire, où est la logique là-dedans? Alors, j'essaie d'être aussi poli que possible, et je leur dis, écoutez, je comprends que vous êtes dans une situation difficile, mais je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. Il ne s'agit pas de ne pas vouloir vous aider. C'est juste que ma maison n'est pas faite pour ça. J'ai ma propre routine. Et honnêtement, je ne pense pas que vous tous ici pendant 10 mois fonctionnerez pour qui que ce soit. La maison est trop petite. Et vous savez, il n'y a tout simplement pas assez d'espace. C'est là que le visage de Charlotte change. Elle passe de l'espoir à la colère en environ 2 secondes. Tu es sérieux? Dit-elle, croisant les bras. Nous sommes de la famille, Antoine. La famille s'entraide. Tu as tout cet espace et tu vis seul ici. Quel est le problème? Maintenant, je commence à être frustré. Je veux dire, je comprends, ils sont stressés, mais toute cette histoire commence à me donner l'impression qu'ils pensent avoir droit à mon espace juste parce que nous partageons le même sang. J'essaie de rester calme et d'expliquer, il ne s'agit pas seulement d'espace, Charlotte. Il s'agit aussi de ma vie. J'ai travaillé très dur pour avoir cette maison, et j'ai besoin de ma propre paix et de mon calme. Je suis heureux de vous aider d'autres manières, mais vous tous vivre ici pendant presque 1 an, je ne vois tout simplement pas ça fonctionner. Paul intervient enfin, sentant probablement que les choses s'échauffent. Il essaie de jouer les médiateurs, disant, peut-être que nous pouvons trouver un arrangement. Et si nous aidions à la maison? Nous pourrions faire des tâches ménagères, cuisiner, tout ce dont tu as besoin, et nous serons absents pendant la journée. Tu ne remarqueras même pas que nous sommes là. Mais voilà le truc. Bien sûr, je remarquerai 4 personnes supplémentaires vivant dans ma maison. Oui, je vais certainement le remarquer. De plus, l'idée qu'ils soient absents pendant la journée n'a aucun sens. Ils ont 2 jeunes enfants. Où iraient-ils? Ils sont fauchés. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient se permettre d'emmener les enfants en sortie quotidienne. Je secoue la tête et dis, j'apprécie l'offre, mais non, je ne peux tout simplement pas le faire. Désolé. Et c'est là que Charlotte perd les pédales. Elle commence à se plaindre que j'ai toujours été avare et que je ne comprends pas ce que signifie vraiment vivre. Elle dit, je n'ai jamais pris de risque, que je ne suis qu'un gars ennuyeux avec une vie ennuyeuse, et que je suis probablement jaloux de leur mode de vie aventureux. Oui, elle est allée jusque-là. Maintenant, je suis énervé, mais j'essaie de ne pas le montrer. Je dis juste, Charlotte, il ne s'agit pas de jalousie ou quoi que ce soit de ce genre. Il s'agit de limites. Vous avez fait votre choix de vendre votre maison et de vivre ce mode de vie. C'est très bien. Mais maintenant, vous me demandez d'en prendre la responsabilité, et ce n'est pas juste. Elle n'en veut pas. Nous ne demanderions pas si nous avions une autre option. Tu penses que nous voulons être ici à mendier de l'aide? Non. Mais c'est ce que fait la famille, Antoine. Elle s'entraide quand les choses deviennent difficiles. Je pensais que toi, de toutes les personnes, tu comprendrais cela. À ce stade, Paul a l'air mal à l'aise. Il ne dit plus grand-chose, se contentant de fixer le sol pendant que Charlotte continue de se plaindre que je suis égoïste et sans cœur. Elle parle de la façon dont ils sont inspirés par leur voyage et de la façon dont ils ne veulent pas se contenter de la vie de banlieue typique. Et tout ce que je peux penser, c'est, oui, mais il vous faut de l'argent pour tout ça, n'est-ce pas? Finalement, je dis juste, écoutez, je suis désolé, mais ma réponse est toujours non. Je ne peux pas vous avoir vivre ici. Ça ne va tout simplement pas marcher. Ils partent en trombe après ça. Charlotte marmonnant quelque chose à propos de la façon dont ils s'en sortiront sans mon aide. Et honnêtement, je suis soulagé. Je ne voulais pas continuer à me disputer, mais je peux déjà dire que ce n'est pas la fin de l'histoire. Et oui, ce n'était pas le cas, car après leur départ, les choses ont dégénéré bien plus que je ne l'avais prévu. Mise à jour 1. Donc, après que Charlotte et Paul soient partis en trombe de chez moi, je pensais que c'était la fin de l'histoire. Vous savez, peut-être qu'ils se calmeraient,
reprendraient leurs esprits et réaliseraient que c'est eux qui avaient tout gâché. Mais bon sang, j'avais tort. Quelques jours plus tard, les vraies retombées ont commencé. Je suis assis à la maison, profitant de ma routine habituelle quand je reçois un appel de ma mère. Normalement, quand ma mère appelle, c'est juste pour prendre de mes nouvelles ou me demander si j'ai mangé assez de légumes. Sérieusement. Mais j'ai tout de suite su que cet appel n'allait pas être de ce genre. Elle commence par Antoine, il faut que je te parle de Charlotte. Et c'est là que je sais que je suis parti pour un tour. Apparemment, Charlotte est allée directement chez nos parents après avoir quitté ma maison. Elle leur a raconté toute son histoire larmoyante sur la façon dont j'ai refusé de les aider alors qu'ils étaient dans le besoin. Et bien sûr, elle a présenté les choses de manière à me faire passer pour le méchant. La voix de ma mère est toute déçue, comme si j'avais donné un coup de pied à un chiot ou quelque chose du genre, et elle dit « Je ne comprends pas pourquoi tu n'aiderais pas ta sœur, Antoine. » Ils sont dans une situation difficile et la famille est censée s'entraider. J'essaie de rester calme, mais à l'intérieur, je suis déjà agacé. Je lui explique ce qui s'est réellement passé, comment j'ai proposé de les aider à trouver une location, même de leur donner de l'argent pour qu'ils se remettent sur pied. Mais ils voulaient juste emménager chez moi pendant 10 mois sans payer de loyer. Je lui dis à quel point tout leur plan était ridicule, comment ils ont gaspillé tout leur argent sans réfléchir, et maintenant ils s'attendent à ce que je les tire d'affaire. Mais ma mère, bien sûr, ne voit pas les choses de cette façon. Ils ont fait une erreur, Antoine. Mais ils sont toujours de la famille. Tu as l'espace. Ce ne serait pas pour toujours, juste assez longtemps pour qu'ils s'en sortent. Voici le truc, cependant. Ma mère a cette façon de vous culpabiliser sans même le vouloir. Elle n'est pas méchante ou quoi que ce soit, mais elle laisse toujours tomber ces petits commentaires qui vous donnent l'impression que vous échouez à être un bon fils ou un bon frère. C'est épuisant. Mais cette fois, je n'en voulais pas. Je lui ai dit tout de go, maman, je ne le ferai pas. J'aime Charlotte, mais elle et Paul doivent prendre la responsabilité de leur choix. Ce n'est pas mon travail de les laisser s'installer chez moi parce qu'ils n'ont pas planifié. Elle n'aime pas cette réponse, mais elle laisse tomber pour l'instant. Je pense que nous en avons fini avec la conversation, mais oh non, ça ne fait que commencer parce que le lendemain, mon père appelle. Maintenant, mon père, c'est une autre histoire. Ce n'est pas le genre à culpabiliser. Il est plutôt du genre amour vache, ce qui signifie que quand il est en colère, vous le savez. Il va droit au but. Pas de fioritures. Antoine, dit-il, j'entends dire que tu as donné du fil à retordre à ta sœur. J'essaie de m'expliquer à nouveau, mais il me coupe, parlant de la façon dont je suis égoïste et de la façon dont j'ai toujours eu la vie facile. Oui, bien sûr. Comme si travailler d'arrache-pied pendant 10 ans pour rembourser cette maison était facile. Il commence à se plaindre que Charlotte a toujours été celle qui prenait des risques, vivant sa vie pleinement, et que je suis juste assis là, confortable, sans rien faire d'excitant. Il dit en gros que je suis un lâche de ne pas les laisser rester, comme si j'étais une sorte de rabat-joie qui ne comprend pas ce que c'est que de vraiment vivre. À ce stade, je m'échauffe. Je lui dis, papa, il ne s'agit pas d'être aventureux ou non. Il s'agit du fait qu'ils ont pris une mauvaise décision et qu'ils s'attendent à ce que je la répare. J'ai travaillé dur pour cette maison, et je ne vais pas les laisser entrer et en profiter. Mais il n'en veut pas. Il continue de dire que c'est moi qui suis en position d'aider, et que j'échoue en tant que frère en ne prenant pas mes responsabilités. C'est comme s'il reprenait tout ce que Charlotte avait dit et qu'il me faisait passer pour le méchant dans toute cette situation. Et honnêtement, ça fait mal. J'ai toujours été le responsable de la famille, celui qui a travaillé dur, gardé la tête baissée et fait ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, j'ai l'impression que rien de tout cela n'a d'importance. Après cet appel, je suis furieux. J'ai l'impression d'être attaqué de toutes parts. Mes parents sont tous les deux en colère contre moi, et Charlotte est probablement en train de dire à tout le monde que je suis un salaud sans cœur. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui se passe. Quelques heures plus tard, je reçois un message de l'un de nos amis communs. Appelons-le Thomas. Thomas est un bon gars, mais il est aussi ami avec Charlotte, donc il a entendu sa version de l'histoire. Il me texte, « Eh, mec, qu'est-ce qui se passe avec toi et Charlotte? Elle dit que tu ne laisses pas sa famille rester chez toi, même s'ils sont en difficulté. » Je lui explique ma version des faits, comment ce n'est pas si simple, comment il demande beaucoup trop, et comment j'ai déjà proposé d'autres moyens d'aider. Et Thomas, étant le gars raisonnable qu'il est,
écoute. Mais ensuite, il me dit, oui, mais ce n'est que pour un petit moment, n'est-ce pas? Tu pourrais tenir bon pendant 10 mois. C'est la famille, mec. Et maintenant, j'en ai juste marre. C'est comme si tout le monde avait oublié que j'ai le droit de dire non. Comme si ma maison n'était même plus la mienne. C'est juste une ressource à laquelle tout le monde pense avoir droit. Je suis frustré parce que peu importe comment je l'explique, tout le monde semble penser que je suis déraisonnable. Ils continuent tous d'agir comme si ce n'était pas grave pour moi de laisser une famille entière emménager et bouleverser ma vie pendant presque 1 an. Puis le coup de grâce arrive quand Charlotte elle-même me texte. Ce n'est pas un long message, mais il frappe fort. Elle dit juste, je n'arrive pas à croire que tu nous aies tourné le dos. Nous avions vraiment besoin de toi. Maintenant, je suis assis là, fixant mon téléphone, me sentant déchiré. Une partie de moi se sent coupable, comme si j'aurais dû céder pour éviter tout ce drame. Mais une autre partie de moi reste ferme. Je sais que je n'ai pas tort ici. Ce n'est pas ma faute s'ils ont fait de mauvais choix, et ce n'est pas juste qu'ils me refilent leurs problèmes juste parce que j'ai une maison. Pourtant, la culpabilité me ronge, et je commence à me demander si j'aurais pu gérer les choses différemment. Peut-être que j'aurais dû être plus doux dans ma réponse. Peut-être que j'aurais dû être plus compréhensif. Mais en même temps, je sais que céder les aurait simplement encouragés à continuer à prendre ces décisions imprudentes. Pensant qu'ils peuvent toujours compter sur quelqu'un d'autre pour arranger les choses. Alors, oui, maintenant je suis coincé. Mes parents sont en colère contre moi. Charlotte est furieuse. Et même certains de nos amis se demandent si j'ai fait ce qu'il fallait. Et moi, j'essaie juste de m'accrocher au fait que j'ai fixé une limite pour moi-même, même si j'ai l'impression que le monde entier me dit que j'ai tort de le faire. Mais c'est loin d'être fini parce que, même si je veux juste m'éloigner de tout ce drame, Charlotte n'a pas encore fini. Mise à jour 2. Bon, après tous les appels téléphoniques et les messages, je me dis que les choses vont peut-être se calmer si j'ignore ça un peu. Peut-être que Charlotte et mes parents vont se calmer, réaliser que je ne suis pas le méchant ici, et que nous pourrons tous passer à autre chose. Mais non, les choses ne se sont pas calmées. Elles ont dégénéré. Ça commence avec ma mère. Elle essaie toujours de jouer les médiatrices, m'appelant tous les 2 jours, disant toujours « Antoine, tu dois aider ta sœur. Tu ne sais pas ce que c'est d'être à sa place. » Elle est en difficulté. Elle a des enfants. C'est la même chose encore et encore. Et à chaque fois, je dois lui rappeler qu'il ne s'agit pas de ne pas vouloir aider, il s'agit de ce qu'il demande. Ce n'est pas comme s'il risquait d'être sans abri dans la rue. J'ai proposé de l'aide d'autres manières, mais apparemment rien de ce que je dis ne semble passer. Puis un soir, on frappe à ma porte. C'est Charlotte et Paul. Pas de SMS ou d'appel avant. Ils se sont juste présentés comme si tout était normal. J'ouvre la porte et ils sont là, avec ces airs fatigués et désespérés sur leur visage, les enfants accrochés aux jambes de Charlotte. Je sais tout de suite que ça va être gênant. Charlotte tient des papiers dans sa main, et je ressens déjà cette sensation de vide dans mon estomac, comme si j'étais sur le point d'être entraîné dans quelque chose de plus grand que prévu. Charlotte ne perd pas de temps. Antoine, nous avons besoin que tu reconsidères. C'est sérieux. Nous avons cherché partout et il n'y a nulle part d'abordable pour nous. Les locations sont trop chères et nous n'avons même pas l'argent pour payer un acompte. Elle agite les papiers devant moi. Ce sont des imprimés d'annonces d'appartements, la plupart barrés à l'encre rouge. Je les regarde un instant, mais je pense déjà à comment je vais répondre. Je n'ai pas envie de discuter, mais il est clair qu'ils ne prendront pas un non pour réponse. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Paul prend la parole, et cette fois, ce n'est plus le type calme et silencieux d'avant. Il est frustré, presque en colère. Nous avons tout essayé, Antoine. Nous sommes à court d'options. Tu as cette maison pour toi tout seul, et tu es juste assis dessus pendant que nous luttons. Tu ne peux vraiment pas nous laisser rester un petit moment? Maintenant, je m'irrite. J'ai déjà eu cette conversation une 12aine de fois, et chaque fois que je dis non, il continue de pousser. Alors, je dis, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas à l'aise d'avoir 4 personnes supplémentaires dans ma maison pendant près d'1 an. J'ai proposé de vous aider à trouver autre chose. J'ai même offert de l'argent, mais vous n'écoutez pas. Je ne peux pas vous laisser emménager. C'est définitif. Mais Charlotte, elle ne recule pas cette fois.
Elle s'approche, et maintenant sa voix tremble comme si elle était sur le point de pleurer. Antoine, nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Les enfants sont épuisés. Nous sommes épuisés. Nous ne demandons pas grand-chose, juste un toit au-dessus de nos têtes pour un petit moment. Nous te rembourserons quand nous nous serons remis sur pied. S'il te plaît, tu es notre dernier espoir. Je regarde les enfants, Léa et Louis, et ils sont juste là, l'air confus. Ils ne comprennent probablement pas ce qui se passe, et honnêtement, ça me fait me sentir mal. Ce n'est pas leur faute si leurs parents ont fait de mauvais choix, mais je ne peux pas laisser cette culpabilité me faire prendre une décision que je vais regretter. Je dois rester ferme, sinon toute cette situation va bouleverser ma vie. Alors, je prends une profonde inspiration et dis, je suis désolé, mais je ne peux pas. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas la solution. Vous devez trouver une autre solution. Et c'est là que Charlotte craque. Elle passe de la tristesse à la fureur en une fraction de seconde. Tu es incroyable. Hurle-t-elle, sa voix résonnant dans le couloir. Tu es juste assis ici, à vivre confortablement pendant que ta propre famille souffre. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu sans cœur. Tu as changé, Antoine. Tu n'es pas le frère avec qui j'ai grandi. Ces mots me frappent comme un coup de poing dans l'estomac, mais je suis trop en colère pour les laisser m'atteindre. Je rétorque, je n'ai pas changé. C'est toi qui agis avec un sentiment d'entitlement, pensant que tu peux simplement débarquer et t'attendre à ce que je te tire d'affaire parce que tu n'as pas planifié. Je n'ai pas créé ce gâchis. C'est toi. Et maintenant, tu veux que je le répare pour toi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La dispute dégénère à partir de là. Paul intervient en disant, j'ai toujours été l'égoïste de la famille. Que je n'ai jamais été là pour eux quand ils avaient besoin de moi. Il évoque des choses d'il y a des années, des choses aléatoires qui n'ont même plus d'importance. Comme la façon dont je ne lui ai pas prêté d'argent pour une idée de petite entreprise qu'il avait à l'époque. C'est comme s'ils avaient gardé toute cette rancœur, attendant le moment parfait pour me la jeter à la figure. À ce stade, nous nous crions tous dessus et les enfants pleurent. C'est un désastre. Je suis debout à ma propre porte, accusé d'être le pire frère de la planète. Et tout ce que je peux penser, c'est, comment en est-on arrivé là? Finalement, je dis juste, ça suffit. C'est ma maison et j'ai pris ma décision. Je ne changerai pas d'avis. Maintenant, je pense que vous devez partir. Charlotte me regarde comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entend. Elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais ensuite elle secoue juste la tête, prend les enfants et s'en va en trombe. Paul la suit, me regardant comme si j'étais le diable ou quelque chose du genre. Alors qu'il s'éloigne, je ressens un étrange mélange de colère, de culpabilité et de soulagement. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait en tenant bon, mais c'est quand même pénible que ça ait dû en arriver là. Je les regarde monter dans leur voiture et partir. Et pendant une minute, je reste là, me demandant ce qui va se passer ensuite. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce n'est pas la fin de l'histoire. Qu'il y a plus de drame à venir. Et devinez quoi? J'avais raison. Parce que plus tard ce soir-là, mon téléphone explose de messages de membres de la famille. Il s'avère que Charlotte est passée en mode drame et a raconté à tout le monde ce qui s'était passé. Elle fait croire que je les ai mis à la rue, qu'ils n'ont nulle part où aller. Et je suis assis là à en rire. Ma tante, mes cousins, tout le monde me texte en disant des choses comme « Comment as-tu pu faire ça à Charlotte et aux enfants? Tu as une grande maison et ils ont juste besoin d'un endroit où rester. » C'est comme si tout le monde avait adhéré à cette histoire selon laquelle je suis une sorte de méchant qui garde sa maison pendant que ma sœur souffre. Et peu importe combien de fois j'essaie d'expliquer ma version des faits, personne n'écoute. Ils répètent tous la même chose. La famille est de la famille. À la fin de la nuit, je suis épuisé. J'ai passé des heures à me défendre, mais j'ai l'impression que personne ne s'en soucie. Charlotte a réussi à monter tout le monde contre moi, et maintenant je suis le méchant dans tout ce gâchis. Mais voilà le truc. Je ne bouge toujours pas. Je ne les laisserai pas me culpabiliser pour faire quelque chose qui va rendre ma vie misérable. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, même si personne d'autre ne le voit de cette façon. Je dois juste trouver comment survivre aux retombées. Mise à jour 3. Donc, après toute l'explosion familiale et les messages qui m'arrivaient de tous les côtés, j'étais prêt à me déconnecter pendant un certain temps, genre éteindre mon téléphone,
verrouiller les portes et attendre que la tempête passe. Mais non, bien sûr, les choses n'allaient pas se calmer. Au contraire, elles étaient sur le point d'atteindre un tout autre niveau d'absurdité. Quelques jours passent et je n'ai pas eu de nouvelles directes de Charlotte ou de Paul, ce qui, je suppose, aurait dû être un soulagement. Mais honnêtement, ça m'a donné l'impression que quelque chose d'important se préparait. Vous savez ce calme avant une grosse dispute? C'est ce que j'ai ressenti. Je savais qu'il n'avait pas encore fini avec moi. Effectivement, un matin, je me réveille et je trouve ce message énorme sur Facebook que Charlotte a écrit. Et bien sûr, c'est public, donc tout le monde peut le voir. Elle se plaint de la façon dont certaines personnes de la famille, évidemment moi, l'ont abandonnée en période de besoin, de la façon dont elle et ses enfants sont pratiquement à deux doigts d'être sans abri. Et de la façon dont tout ce qu'ils voulaient était un petit soutien de quelqu'un qui est en position de privilège. Le message est rempli de langage dramatique. Parlant de la façon dont certains membres de la famille sont égoïstes et ne comprennent pas l'importance de s'entraider lorsque les choses deviennent difficiles. Et oui, la section des commentaires, c'est un vrai désordre. Les gens se précipitent en disant à quel point il est sans cœur de refuser sa famille, à quel point il n'arrive pas à croire que quelqu'un ferait ça à sa propre sœur. Je lis tout ça et je sens mon sang bouillir parce que ces gens ne connaissent même pas la moitié de l'histoire. Ils ne font que gober tout ce que Charlotte leur raconte et soudain, je suis l'ennemi public numéro 1. Ce qui est pire, c'est qu'une foule de membres de notre famille élargie sont aussi dans les commentaires. Ma tante, à qui je n'ai pas parlé depuis des années, intervient en disant « J'ai toujours su qu'Antoine était égoïste. » Comme si c'était un fait connu de moi. Mes cousins partagent le message, et soudain, je reçois des notifications à droite et à gauche sur la façon dont je dois prendre mes responsabilités et faire ce qu'il faut. À ce stade, je suis furieux. J'essaie de me calmer et de penser rationnellement, mais plus je fais défiler les commentaires, plus je m'énerve. C'est comme si peu importe à quel point j'ai expliqué ma version des faits aux gens, Charlotte avait réussi à déformer l'histoire de manière à ce que je passe pour le méchant. Et honnêtement, ça marche. Je suis en train de perdre la bataille publique ici. Alors, je prends une décision. Je ne suis généralement pas du genre à étaler mes problèmes en ligne, mais cela a été trop loin. Si Charlotte va me traîner dans la boue sur Facebook, je vais rétablir les faits. Je rédige un long message en réponse, expliquant ma version de l'histoire, comment j'ai proposé d'aider Charlotte et Paul d'autres manières, comment ce sont eux qui ont exigé de vivre sans loyer pendant près d'1 an. Et comment je ne peux tout simplement pas les accueillir parce que c'est déraisonnable. Je mentionne qu'ils ont été irresponsables avec leur argent, qu'ils ont essayé de me culpabiliser pour que j'abandonne ma maison, et que toute cette situation est de leur faute, pas de la mienne. Je clique sur publier et j'attends, et mon Dieu, les feux d'artifice ont commencé immédiatement. Les gens commentent mon message. Certains se rangent de mon côté, disant que ce n'est pas ma responsabilité d'accueillir Charlotte et sa famille. D'autres, bien sûr, soutiennent toujours Charlotte, disant que je suis trop dur et que la famille doit rester unie quoi qu'il arrive. Cela se transforme en une véritable dispute dans la section des commentaires, avec des gens qui se renvoient la balle en défendant un côté ou l'autre. Charlotte, bien sûr, voit mon message et devient folle. Elle commence à m'envoyer des messages directement, me traitant de tous les noms, égoïste, sans cœur, arrogant. Elle dit que je détruis la famille et qu'elle n'arrive pas à croire que je l'embarrasse comme ça devant tout le monde. L'ironie qu'elle dise ça après qu'elle m'ait d'abord traîné publiquement est juste trop forte. J'essaie de garder mon calme et de répondre calmement. Je lui dis qu'elle ne m'a pas laissé le choix, que j'ai dû me défendre après qu'elle m'ait attaqué sur Facebook, mais elle n'en veut rien savoir. Elle est trop absorbée par son propre récit, convaincue qu'elle est la victime ici. Finalement, elle me bloque sur Facebook comme si nous étions des adolescents ou quelque chose, ce qui me convient honnêtement. Moins de drame à gérer. Mais juste au moment où je pense que les choses vont enfin se calmer, je reçois un appel de mon père. On y retourne. N'est-ce pas? Il ne crie pas cette fois, mais sa voix est basse et sérieuse, ce qui est pire d'une certaine manière. Il est déçu. Il dit qu'il a vu tout ça sur Facebook et qu'il est contrarié que je l'ai rendu public. Il est en colère que je n'ai pas simplement géré ça en privé et que maintenant toute la famille soit divisée. Je peux dire qu'il me reproche d'avoir aggravé la situation. Mais j'essaie d'expliquer que j'étais acculé, que Charlotte a commencé tout ça en m'attaquant d'abord. Mais peu importe ce que je dis, il n'est pas content. Il commence à dire que je dois arranger les choses, que la famille est la chose la plus importante, et qu'il n'est pas trop tard pour offrir un endroit où Charlotte et Paul peuvent rester.
Il dit, si je fais ça, peut-être que les choses pourront revenir à la normale. Et c'est là que je craque enfin. Je lui dis, papa, je ne le ferai pas. Je ne les laisserai pas vivre avec moi, et j'ai fini de m'en excuser. Je n'ai rien fait de mal. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils doivent en assumer les conséquences. Je ne suis pas leur filet de sécurité, et ce n'est pas mon travail de résoudre leurs problèmes. Il reste silencieux un instant, et je peux dire qu'il est choqué. Je ne lui tiens généralement pas tête comme ça, mais j'en ai marre. Je ne les laisserai pas me culpabiliser pour faire quelque chose que je ne veux pas faire juste pour maintenir la paix. Finalement, il soupire et dit, « J'espère que tu sais ce que tu fais, Antoine. » Puis il raccroche. Après ça, les choses se calment. Charlotte me bloque toujours sur les réseaux sociaux, et mes parents ne me parlent plus vraiment non plus. J'ai l'impression que toute la famille est dans cette impasse étrange et tendue, attendant que quelqu'un fasse le prochain pas. Mais voilà le truc. Je ne ferai pas le prochain pas. J'ai fait ma part. J'ai tenu bon et je ne reculerai pas. C'est dommage que les choses aient dû tourner ainsi. Je n'ai jamais voulu me battre avec ma famille, mais en même temps, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fixé une limite et je m'y suis tenu, même quand j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. Et oui, peut-être que la dynamique familiale est foutue maintenant et que les choses ne reviendront pas comme avant. Mais honnêtement, ça me va parce qu'au moins je sais que je vis selon mes propres termes, dans ma propre maison, sans que personne n'essaie de me culpabiliser pour que j'y renonce. Et ça, pour moi, vaut tout le drame.